Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. C'est une victoire de l'homme sur la machine. Avec 18 minutes de retard, nous avons réussi à démarrer l'émission. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 15. Aura-t-il une SIM ou pas? Et de plein d'autres sujets tech également. Nous sommes le mercredi 29 mars 2023 et je parle comme un robot et on lance le générique. Bonjour à tous. Sacrée matinée, tout pour me mettre de bonne humeur. Un PC qui refuse de démarrer. Impossibilité de faire l'émission. Nous n'avons pas un plan B qui marche pour l'instant. On est en train de mettre ça au point. Et ben voilà. Mais j'ai triomphé. J'aimerais vous dire que j'ai sorti les outils, que j'ai réparé la lime du PC. Ben non, en fait, c'est un problème beaucoup plus con, mais maintenant je le saurais. En fait, notre nouvelle mixette, qui fait le son, quand elle est éteinte, elle coupe l'alimentation du PC. Donc, pendant 17 minutes, j'ai essayé de démarrer le PC en appuyant à peu près 300 fois sur le bouton d'allumage, en croyant qu'il y avait un court-jus, un problème, etc. J'avais sorti la trousse à outils, je m'apprêtais à démonter le PC, à ouvrir pour voir s'il n'y avait pas un problème avec l'alimentation. Et en fait, et me demandez pas pourquoi, je ne sais pas comment ça marche, la mixette qui est reliée en USB-C au PC, quand elle est éteinte, elle coupe la lime du PC. Voilà, j'ai allumé la mixette et boum, ça a démarré. Voilà. Sachez-le, si vous avez une Rodecaster Pro 2 et que vous l'avez branchée sur votre PC, que votre PC refuse de s'allumer, il faut simplement allumer la mixette. Voilà. J'étais limite torse nu, oui, effectivement. Là, je suis en t-shirt parce que je me suis pris une bonne suée à essayer différents câbles d'alimentation, à commencer à démonter le PC, sortir tous les câbles et tout ça. Ben non, c'est pas elle qui coupe, qui allume le PC, mais je pense qu'elle fait coupe alimentation quand elle est éteinte. C'est improbable, je suis d'accord. La mixette veut prendre trop de jus à l'USB-C, il se met en protection. Bah non, c'est le contraire, c'est quand je l'allume que ça marche. Donc je sais pas. Complètement anormal, oui, bah c'est les joies du PC. Ça n'arriverait pas avec un Mac, on en est persuadé. Oui, c'est une mixette 800 watts qui alimente le PC, ouais. Si seulement l'informatique était une science exacte. Ouais, permets-moi de dire qu'elle est quand même vachement plus inexacte sur PC que sur Mac, quand même, la science de l'informatique. Je trouve. Voilà. Oh là là, j'en ai mis de mauvaise humeur. Et je prends du retard alors qu'on a déjà 21 minutes de retard. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire. Bien sûr, j'avais prévu un sommaire chargé. On va voir ce qu'on peut faire. On est ensemble, on est tous ensemble dans la galère. On va parler d'Apple qui pourrait lancer un iPhone 15 sans carte SIM en France. Ça sera un article de Numérama. Nous parlerons ensuite d'Oppo et OnePlus menacés en France. Pourquoi Nokia joue un grand rôle dans cette histoire? Un article de Frandroid. Nous parlerons ensuite de 48% des entreprises qui ont adopté ChatGPT ont procédé à des licenciements. Ouais, des bonnes nouvelles, super. On va en parler de chômage. Un article de Mac Forever, Philips Hue et Matter, le monde merveilleux de la domotique unifiée devra attendre. On parlera également de Steam et de votre mort. Sympa les sujets ce matin. J'ai dépensé 1000 balles et j'ai joué 4400 heures sur mon compte Steam, mais lorsque je mourrai, il partira en fumée. Article de Combini.
et titre de Combini. Nous parlerons ensuite, et c'est un article de Jeuxvideo-Tech, de jeuxvideo.com plutôt. Apple choisit la chanson française archi-culte pour sa nouvelle pub. Préparez-vous à un énorme revival. Et je pense que nous ne ferons pas le dernier article, la tartine, on n'aura pas le temps. C'est con parce que c'était très intéressant. On verra, mais peut-être que je le ferai vendredi. Privés d'amende numérique, les usagers de Replica ont le cœur brisé. On parlera des premiers... On aurait parlé des premiers amours numériques et des cœurs brisés, ce qui peut paraître trivial, mais qui est quand même assez sérieux. Et dans le genre dramatique, j'aurais fait le lien également avec cette personne en Suisse qui s'est donné la mort suite à des échanges avec une intelligence artificielle. Voilà, un des bons petits sujets du matin. Je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. Oui, Fred's Lover, je lis ton explication technique. Oui, ça doit être un truc dans ce genre-là. Effectivement, je pense que cette mixette consomme beaucoup d'énergie. Et du coup, il faut qu'elle soit allumée pour utiliser son propre jus. Elle doit couper l'allumage si elle n'est pas allumée. Écoute, l'important, c'est de le sachoir. Oui, c'est en Belgique que c'est arrivé, pas en Suisse, pardon. Désolé. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu l'émission pour rester quand même dans des horaires. Ça m'étonnerait qu'on termine à 9h30, Samuel, mais on va essayer de rester dans des horaires corrects. On va parler de cette histoire de Apple qui pourrait lancer un iPhone 15 sans carte SIM en France. C'est la nouvelle rumeur du jour. Ça me fait rager. J'ai fait une vidéo sur les rumeurs de l'iPhone 15, je vous le spoil. Et bien sûr, je n'ai pas mis cette rumeur-là. Je vais voir si je peux l'intégrer au montage alors qu'on est en train de... Elle est en train d'être montée. Mais bon, c'est mes problèmes, c'est pas les vôtres. Depuis l'iPhone 4, le premier iPhone à une carte micro SIM, Apple semble faire la guerre à cette puce fournie par les opérateurs. Pourquoi Apple n'aime pas la carte SIM ? Tout simplement parce qu'une carte SIM occupe un espace considérable à l'intérieur d'un smartphone et c'est une concession qu'Apple n'a plus envie de faire. Depuis l'iPhone XS en 2018, les iPhones sont compatibles avec la technologie eSIM. L'avantage de la technologie eSIM, c'est que du coup, la puce qui va gérer votre abonnement prend beaucoup moins de place dans le smartphone qu'un tiroir, machin, les connecteurs, tout ce qu'il faut pour faire marcher une SIM. Apple, justement, qui d'habitude briefe les opérateurs peu de temps avant la sortie de son nouvel iPhone, a été plus bavard que d'habitude et a laissé entendre justement aux opérateurs qu'il faudrait mieux être en place cette année au niveau de l'eSIM. Donc, c'est des rumeurs, on va dire, concordantes que Apple s'apprêterait, en tout cas en France, à voir pour le reste de l'Europe, à lancer son iPhone 15 uniquement avec l'eSIM. Il n'y aura plus de tiroir SIM. Panique à bord, est-ce qu'on est prêt ? A priori, oui... Presque. En tout cas, les 4 opérateurs principaux en France, Orange, SFR, Bouygues, Free, proposent l'eSIM, mais ils n'ont pas la même expérience. Il y a des problèmes manifestement chez Free à cause de la réinitialisation d'un téléphone, puisque Free ne permet pas de régénérer une carte eSIM facilement. La seule solution étant de commander une nano SIM. 3 petits points. À ce point-là, si Apple décidait de tuer la nano SIM, cela devrait être considérablement amélioré dans les prochains mois. Bon, donc Free a peut-être le temps de se mettre un petit peu en place. l'eSIM doit offrir une expérience plus agréable que la nano SIM en permettant à n'importe qui de commander une nouvelle carte SIM facilement depuis son espace client. Pourquoi les opérateurs font de la résistance à l'eSIM ? C'est que, en fait, la SIM physique, pour eux, c'était un moyen aussi de nous garder captifs. Captifs dans notre abonnement. Si on peut changer d'abonnement très facilement avec une carte qui est dans notre smartphone, ça les arrange pas du tout, bien évidemment. Donc, les opérateurs ne sont pas vos amis. Moi non plus, ça vous le savez. Les opérateurs, vous aviez peut-être encore un doute, mais non, les opérateurs ne sont pas vos amis. Oula, ça fait beaucoup à digérer ce matin. Jérôme, il est un peu speed. Oui, je suis un peu speed.
Je suis un peu en retard. J'espère que ça va faire bouger les opérateurs et encourager à arrêter de facturer la eSIM. Rien n'est moins sûr. Dès que l'opérateur trouve un moyen de nous facturer quelque chose de plus, il le fait. Hein. Il le fait. On change déjà facilement d'abonnement. Oui, mais tu es quand même obligé de recevoir ta carte physique, ta SIM physique. Et psychologiquement, ça bloque pas mal de monde. Et ouvrir son tiroir SIM est quand même un moment, comment dire, c'est un peu comme quand tu appuies sur le bouton d'allumage de ton PC. Tu sais pas exactement ce qui va se passer. Sans parler, effectivement, mine de rien, quand même. Alors, là, ici, mais en théorie, il ferait faire quand même des économies. Ça évite l'envoi. Écologiquement, ça évite les cartes plastiques et tout ça. C'est quand même, ça serait quand même normal, quoi. Donc, plutôt une bonne chose. Apple est quand même connu pour savoir faire bouger les lignes sur ce genre de choses. C'est les premiers à avoir supprimé la disquette, etc. Donc c'est quand même quelque chose. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. Hein. Les iPhones n'ont que les SIM. Pour le reste du monde, c'est compliqué. Par exemple, dans le marché chinois, Apple, en Chine, c'est le seul endroit où vous pouvez trouver des iPhones avec un double tiroir nano SIM, puisque l'eSIM n'est pas du tout généralisé en Chine. Dans le reste de l'Europe, on va dire qu'on est presque prêt, donc ça devrait passer. Faites pas une cérémonie d'ouverture de tiroir SIM, ouais, c'est un peu ça. Je me souviens effectivement de ma mère qui avait forcé un tiroir SIM dans de ses iPhones. Le deuxième tiroir en Chine, c'est pour la SIM d'État, ouais, exactement. Bon, en tout cas, plutôt une bonne chose. Moi, je suis encore avec une nano SIM. Ah, ça m'arrangerait carrément de passer à l'eSIM, oui. C'est sûr. Alors, voilà, je parle pour moi, mais pour nous qui testons des smartphones, l'eSIM, ça serait génial, quoi. Parce que chaque fois qu'on teste un smartphone, il faut comprendre qu'on sort notre SIM de notre smartphone, on va dire quotidien, pour le mettre dans un autre smartphone, pour tester, parce que non, on n'a pas des SIM gratos, machin et tout ça. Enfin, vous fantasmez peut-être sur nos possibilités. À une époque, avec Pixter, on avait une SIM dont on se servait pour les tests, mais on l'a plus. Donc, on utilise nos propres cartes SIM pour les tests, quoi. Et le SIM swapping va devenir plus facile et donc dangereux. À voir, à voir. Je suis pas sûr que le fait que la SIM physique, enfin, ce que tu dis, c'est que la SIM physique empêche plus le swapping. Je vois pas pourquoi. Même non seulement double eSIM, mais en théorie, on peut. Je crois que l'eSIM aux États-Unis, c'est 6 connexions. On peut avoir 6 abonnements simultanés ou un truc comme ça, ou je dis des conneries. Il me semble avoir lu ça quelque part. Et nous 4 ou un truc comme ça. Ce qui peut être plus facile pour les voyages, justement. Quelqu'un peut me confirmer ça? On peut avoir plusieurs abonnements avec le site. 13. Carrément 13 abonnements? Waouh! Non, a priori, changer de smartphone, demander à chaque fois à ton opérateur, non, non, non. A priori, non. Il y a des problèmes manifestement chez Free, mais il y a déjà eu plein d'arnaques. Oui, mais en fait, la question que je pose, est-ce qu'il y a plus d'arnaques parce que c'est des eSIM ou est-ce qu'il y a des arnaques à la SIM, en fait? 13 abonnements sur le même téléphone. Il est où le temps de la déconnexion? Il est où le temps de la déconnexion? Aïe, aïe, aïe. Ouais, si vous me voyez chanter, c'est que mon état nerveux est compliqué. Un PC qui ne démarre pas, ça met pas de bonne humeur le matin, je peux vous dire. Euh,
Oui, clairement, les SIM aident le SIM swapping car ils n'obligent pas à attendre de recevoir la SIM pour arnaquer la personne. Ok, je comprends ton point, Mikos. Il faudra faire gaffe. Faudra faire gaffe. De toute façon, il faut faire gaffe, hein, parce que les piratages en ce moment, c'est quelque chose. Avant de passer à l'article suivant, je voudrais remercier Nizarkani pour son 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Fougère 40. 28e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Pires Dinis, 28e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Romerlin, merci pour ton prime. Famille 83, merci pour ton prime également. Kylian NB, 22e mois d'abonnement, merci beaucoup. Matt Tribunora, merci pour ton 9e mois d'abonnement. Dantologue, un grand merci pour ton 31e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Samuel Etienne nous a fait une dédicace hier. Voilà, c'est la fin de mon listing. Un grand merci, Samuel. Ben oui, on l'a raidé hier, c'est vrai. C'est vrai. John Duff, merci pour ton 26e mois d'abonnement. On peut installer, et qui nous dit, John Duff, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Tu peux installer 8 SIM sur un iPhone actuel, mais 2 actives en même temps si tu n'utilises pas la SIM physique. Ok, merci du renseignement, John Duff. Merci. Ah là là, avec John Duff, on est complet. Parce que moi, ce matin, j'amène des pancakes, des waffles et du coffee. Le petit-déj complet des champions. Petit-déj pour tout le monde, tout à fait. C'est vrai qu'avec ce cadrage, on voit pas mes t-shirts, c'est chiant. Ouais, celui-là non plus. Bon, on va réfléchir à ça. Vu qu'on va se lancer dans la mode sur Amazon, ça rapporte beaucoup plus en affiliation. On va mettre des tenues. Trêve de déconnade, continuons avec l'article suivant. Merci Dr Rictus pour ton 7e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Le train de la hype est en approche, bonne nouvelle. On va parler de Oppo et de OnePlus. Alors vous avez peut-être vu passer la rumeur. Oppo et OnePlus menacés en France. Pourquoi Nokia joue un grand rôle dans cette affaire? Donc, il y a eu des démentis. Il y a eu des démentis de la part de Oppo France et OnePlus France qui ont dit non, on va pas quitter le marché français, mais il y a quand même une rumeur assez persistante. Ça agite actuellement le secteur des smartphones. Ces deux marques sœurs, puisque vous le savez, hein, Oppo et OnePlus appartiennent au même groupe, ont rapidement envoyé des communiqués de presse pour clamer leur attachement, leur dévouement au vieux continent. Cependant, le doute plane toujours. Et pourquoi le doute plane toujours? En fait, c'est la faute à Nokia. Et pourquoi c'est la faute à Nokia, me direz-vous? Eh bien, en fait, il y a un conflit juridique avec le géant des télécoms Nokia. Maintenant, c'est l'iPad qui tombe en rade. Non, mais ça va. Je vais bientôt perdre un bras ou quoi? Un conflit juridique avec le géant des télécoms Nokia. Les smartphones Oppo et OnePlus ne sont plus vendus en Allemagne depuis 2022. Vous le saviez peut-être pas, mais déjà Oppo et OnePlus ne sont plus en Allemagne. Mais pourquoi ils sont plus en Allemagne? En fait, Nokia réclame à Oppo et à OnePlus de payer des licences pour utiliser des technologies brevetées par Nokia qui sont liées à la 4G et à la 5G. De leur côté, Oppo et OnePlus dénoncent des frais de renouvellement déraisonnablement élevés. Trop cher. Le fameux trop cher. Or, si on pouvait croire au départ que cette guerre des brevets ne touchait que l'Allemagne, les répercussions sont bien plus importantes. Nokia ne poursuit pas Oppo et OnePlus pas qu'en Allemagne, mais également en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède. Si les tribunaux suivent le verdict allemand, Oppo devrait dire adieu à l'Europe occidentale. Alors, vous me direz, pourquoi ils ne payent pas? Devrait. Alors, tout le reste de l'article explique un petit peu plus techniquement ce problème de licence Nokia. C'est intéressant, mais je vais au plus court. Oppo au lieu d'accepter les conditions de renouvellement exigées par Nokia, l'entreprise a préféré retirer ses produits en Allemagne avant même les injonctions d'interdiction provisoire de vente
Oppo a préféré garder une maîtrise des coûts de production à l'échelle mondiale plutôt que de payer des redevances plus onéreuses permettant de rester sur un marché allemand ne représentant que 1% de ses ventes. D'autant plus que les lois sur les brevets en Allemagne ont une particularité importante. Les licences octroyées dans le pays valent pour l'ensemble des produits vendus dans le monde. Donc ça aurait coûté très cher effectivement à Oppo. Bref, je vous fais la grâce de ne pas rentrer dans tous les détails juridiques, mais effectivement, le verdict de la justice française jouera un rôle particulièrement important dans l'avenir d'Oppo et de OnePlus, et sans doute de l'autre marque du groupe, parce qu'il y a 3 marques dans le groupe connues. Il y a Realme aussi, qui inquiétait déjà. Le montant de la redevance que les juges français estimeront fera sans doute foi dans l'Europe entière. Bref, affaire à suivre. Alors, on pourrait facilement, dans ce genre de truc, être manichéen. Bon, il faudra s'y faire. L'iPad a décidé de faire des siennes ce matin aussi. On pourrait être manichéen dans ce genre de truc et dire « Oh, le méchant Nokia, t'as qu'à crever dans ton coin tout seul comme un pauvre chien et laisser Oppo et OnePlus ne pas leur facturer ton invention, ta licence. » Ben non, moi je me mets à la place de Nokia. S'ils ont des brevets et que Oppo et OnePlus les utilisent et qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le prix d'utilisation de ces licences, ben c'est normal. Après, je ne connais pas le montant que demande Nokia, mais a priori, cette techno, il n'y a pas que Oppo et OnePlus qui l'utilisent. Il y a d'autres fabricants de smartphones qui l'utilisent aussi. Et eux, ils payent à Nokia ce qui est dû. Donc, on est dans de la négo, on est dans des calculs, comme le dit très bien la fin de l'article. C'est simplement qu'Oppo préfère perdre un marché que de devoir payer la licence sur l'ensemble de ses smartphones, parce que c'est ça, la subtilité, c'est qu'ils ne payent pas pays par pays l'utilisation de ses brevets. Ils le payent pour le monde entier. Donc oui, leur smartphone coûterait plus cher à faire. Le marché européen, trop intéressant pour le quitter. En fait, on n'en sait rien. Ça dépend de tes calculs. Alors, je te donne un exemple. Imaginons que, je ne sais pas, ces brevets coûtent 10 € de plus par smartphone dans le monde de payer les brevets Nokia. Et que le marché européen, en termes de part de marché, tu vends un certain nombre de smartphones en Europe, mais que les marges que tu arrives à faire sur les smartphones sont de 9 €. Bah, tu vas préférer perdre le marché. Voilà. Vous savez, il y a... En fait, et on ne va pas se lancer dans un cours d'économie, on n'a absolument pas le temps, mais les parts de marché, c'est une chose. Mais il y a un moment, si ton entreprise ne rentre pas d'argent, ça ne sert à rien d'avoir des parts de marché. Et ça, c'est une réalité économique. Les parts de marché, alors on est prêt à sacrifier sa marge pendant un certain nombre d'années. C'est pour ça que vous trouvez des smartphones vraiment pas chers. C'est pas parce que les fabricants veulent vous faire plaisir. C'est simplement que leur priorité pendant quelques années, c'est de conquérir des parts de marché. Et puis après, t'as l'expert comptable qui arrive, qui dit « Monsieur Oppo, Monsieur OnePlus, vous êtes bien gentil avec vos smartphones pas trop chers là. Mais il y a un moment... va falloir faire de l'argent, parce que vous avez des employés à payer, vous avez des impôts à payer, vous avez des trucs à payer. Hein, on va peut-être arrêter d'être déficitaire chaque année. Hein, ça serait peut-être une bonne idée. Ah oui, c'est vrai. Voilà. L'économie in a nutshell. Donc, on s'en fout du nombre... Ça, c'est ce que Apple a très très bien compris. Apple ne domine pas en part de marché des smartphones. Par contre, ils se font des grosses marges de porc. Et alors, nous, on est là, Apple trop cher. Oui, on a raison de gueuler. Pourquoi pas ? Mais Apple, a priori, ils ont licencié personne en pleine crise économique alors que tout le monde est en train de virer du monde. Ils ont de la trésor. Ils sont bien. Donc, ils nous ont fait mal au portefeuille, mais eux, en tant qu'entreprise... ils sont bien. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que Apple est le modèle à suivre, mais c'est juste pour que vous compreniez que de faire des marges, faire de la marge,
Ce n'est pas juste pour faire chier et s'enrichir et devenir des gros milliardaires pleins de soupe avec des cigares. Bah, c'est aussi pour faire tourner ta boîte. La marge minimum chez Apple, elle est de 30%. Ça a toujours été le cas chez Apple. Ils ne vendent pas un produit s'ils ne font pas minimum 30% de marge sur le produit. C'est abusé de dire ça. Bah, c'est plus de l'amour, c'est de la marge. Elle est pas mal, celle-là. C'est abusé de dire ça. Bah, en gros, une entreprise qui fait pas de profit, c'est une assoce, quoi. C'est autre chose. Et si vous dites les 30% d'Apple, c'est de la folie, je donne toujours cet exemple, allez voir combien de marge les marques de couture font sur un flacon de parfum. Ça va peut-être relativiser votre indignation sur les 30% de marge d'Apple. Allez voir ce que McDo fait comme marge aussi. Burger et pizza, c'est 85% de marge. C'est encore mieux les crêpes. Les crêpes, c'est le produit où tu marges le plus. Je crois que c'est crêpes, pizza, burger. Les 3 trucs les plus rentables en bouffe. C'est un truc comme ça. Je pensais que c'était la galette des rois, le plus grande marge. C'est possible aussi, hein. Après, je connais pas un produit. Le vin, ça doit être pas mal, la marge aussi. Prenez ça, les Bretons. Les Bretons, ils font de la marge. Hein. On vous voit, les Bretons. Hein. On vous voit. Hein. En vrai, ça coûte quelques centimes, une crêpe. La plus grosse marge, c'est la pizza. Ouais, j'avais lu que c'était la crêpe. 30%. En fait, 30% de marge, vous trouvez ça énorme, mais je suis désolé de vous le dire, mais je pense que vous comprenez pas très bien comment marche l'économie. 30% de marge, c'est pas si énorme que ça. Hein. Ça dépend complètement des secteurs. Sur des secteurs très compétitifs, c'est rare qu'on fasse 30% de marge, mais du coup, en fait, juste pour comprendre, que vous compreniez, si vous faites pas de marge, vous êtes obligé de faire énormes volumes. Apple gagne surtout beaucoup de tunas avec les services. Bah, disons que Apple a toujours favorisé d'avoir une très grosse trésorerie. Apple, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais en termes d'entreprise, c'est plutôt bien géré. Franchement, arriver à ne licencier personne, alors qu'on entend la Disney, c'est 7000 personnes qu'on a entendues hier, toutes les boîtes sont en train de virer du monde, et on va en parler d'ailleurs dans l'article suivant, Apple a réussi à virer personne. Bah, je sais pas, moi je trouve que c'est plutôt, ça montre une boîte qui a l'air insolide, quoi. C'est là où il y a un moment, il faut être cohérent. Vous pouvez pas demander aux entreprises de faire les marges les plus basses possibles pour pouvoir acheter les prix les plus bas possibles et derrière s'indigner quand ils licencient du monde parce qu'ils n'ont pas assez de trésor dès qu'il y a un coup de grisou au niveau de l'économie, quoi. Donc, comprenez juste que le rapport entre la marge et le volume, c'est comme ça qu'on fait tourner une entreprise. Si tu es obligé de faire peu de marge, tu es obligé de faire plein de volume. Donc, c'est pas facile non plus. Hein. Moi et Romain,
on passe du temps là-dessus, mais c'est intéressant. Moi, c'est mon hypothèse. Je suis complètement d'accord avec Romerlin. Cette histoire de Apple qui descend jamais en dessous de 30% de marge, là où parfois des constructeurs de smartphones ne font que 5% de marge, ça vient du traumatisme de Steve Jobs quand il a repris la boîte. Il ne faut pas oublier qu'Apple a failli couler, hein, mais vraiment. Et que, en gros, il y a une culture comptable chez Apple qui dit on ne vend rien en dessous de 30% de marge, c'est trop dangereux. Voilà. Donc, c'est des choix d'entreprise et ils arrivent à vendre leurs produits au prix qu'ils demandent. Donc, j'aime pas cette phrase, de toute façon, tant qu'il y a des gens pour acheter, je vois pas pourquoi ils augmenteraient leur prix. C'est plus délicat que ça, les prix. Mais ils apportent une valeur ajoutée à leurs produits, qu'elle soit imaginaire ou pas. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ils apportent suffisamment de valeur ajoutée à leurs produits pour qu'un certain nombre de consommateurs soient OK pour payer les prix Apple. Alors que vous, ça vous indigne. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre débat. Mais si un jour, et c'est déjà arrivé, il y a des produits Apple, le HomePod était vendu trop cher. Et je trouve aujourd'hui qu'il est encore vendu trop cher. Et d'ailleurs, peu de gens l'ont acheté, même les fans Apple. Comme quoi, les fans Apple sont peut-être des pigeons, mais la caricature du pigeon Apple qui achèterait n'importe quoi parce que c'est Apple, ça n'existe que dans la tête des haters d'Apple. Voilà. Non, j'ai dit 30% minimum. Sur certains produits, la marge, elle est plus haute chez Apple. Donc, vous indigner, c'est bien, mais il faut quand même comprendre comment fonctionnent les entreprises. Bref, grand merci Corseval pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Nicolas Sympa pour ton 17e mois d'abonnement. Le train de la hype, il a démarré ou il est en gare? Train de la hype a atteint le niveau 3, yes. Merci Pacal03 pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Yann Is pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Mikos de Enalof pour ton Prime. Merci Dr Rictus pour ton 7e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs ce matin. Grand merci à vous. Non, mais pareil, chaque année, vous tombez dans le panneau des prix de fabrication des smartphones. Ça n'a aucune importance, le prix des feux. Ça n'a aucune importance. Cette histoire des coûts de fabrication des smartphones, c'est juste pour faire des articles sur lesquels vous cliquez parce que vous vous indignez. Quoi? Un iPhone ne coûte que 300 € à produire et ils me le vendent 1500 €. Mais putain, c'est pas comme ça que ça marche. M'énervez pas, j'avais déjà un PC qui a mis 18 minutes à démarrer. J'en perds ma voix. Franchement, l'économie, ça marche pas comme ça. Ça, c'est l'économie, je suis désolé de vous dire, quand on est en primaire et qu'on apprend à compter des pommes chez un vendeur de fruits, quoi. Le prix n'a rien à voir avec combien ça coûte à produire. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Pourquoi Apple, c'est cher? Si vous argumentez, c'est que vous ne l'avez pas regardé. Le mec qui a un ego comme ça. Je vous ai tout expliqué. Et vous avez l'air de ne pas comprendre. Putain, j'ai l'impression d'être Macron. On va pas faire de politique, on va passer à l'article suivant. Terrain glissant. On va parler de ChatGPT. Oui, ça nous manquait quand même. 48% des entreprises qui l'ont adopté ont procédé à des licenciements. Super. C'est pas comme si je n'en avais pas parlé de ça déjà. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer les salariés? Selon une étude américaine, la réponse est oui, et c'est déjà en cours.
Le développement rapide de ChatGPT au sein des entreprises américaines, ses effets sur le marché du travail. Sur 1000 entreprises interrogées, la moitié avait déclaré avoir adopté le chatbot d'OpenAI. Un usage qui a conduit près de la moitié de ces, en gros, 49% des entreprises ont déjà adopté ChatGPT et 50% de ces 49% ont déjà licencié à cause ou grâce à ChatGPT. Ça dépend de quel plan tu te... Interrogés sur leurs prévisions d'ici fin 2023, 33% des chefs d'entreprise ont déclaré qu'ils procéderaient certainement à des licenciements, tandis que pour 26% d'entre eux, c'est probable. Invités à se projeter sur 5 ans, ils sont 63% à avoir affirmé que ChatGPT entraînerait des licenciements. Alors attention, on est aux États-Unis, les patrons états-uniens parle beaucoup plus librement du licenciement parce qu'il est beaucoup moins traumatisant. Enfin, aux États-Unis, on licencie plus facilement parce qu'on trouve des jobs plus facilement. Donc, lisons-le en s'éloignant un petit peu du prisme de regard français, pour qui le licenciement est quelque chose de très lourd. Parce que le chômage, même si actuellement il est plutôt bas le chômage en France, je sais, ils ont changé leur manière de compter. Comme chaque fois qu'on annonce le... Quand il est trop haut, on dit aussi que c'est parce que ça a changé la manière de compter. Bref, un autre débat. En France, le marché du travail est beaucoup moins fluide. Donc voilà. Donc c'est juste, ça peut vous sembler un peu indécent que des chefs d'entreprise disent « Ouais, je vais certainement licencier des gens », c'est des chefs d'entreprise américains. Donc, c'est pas comme nous. Voilà. Rien de surprenant dans ces projections si on prend en compte que 99% des entreprises qui utilisent déjà l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT ont déclaré avoir réalisé des économies depuis l'adoption de du chatbot. Ainsi, 48% des entreprises ont indiqué avoir économisé plus de 50 000 $, un montant qui s'élève à 75 000 $ pour 25% d'entre elles et grimpe à 5 000 $ pour 11% d'entre elles. Donc, rien que d'utiliser un chatbot permet de faire de réaliser des économies conséquentes sur un salaire, 2 salaires, 3 salaires. Ça ne veut pas dire qu'on licencie tout le monde, mais en fait, il faut moins d'employés pour faire le même boulot. C'est ce que disent en fait ces chefs d'entreprise. Les emplois les plus susceptibles d'être impactés concernent les tâches banales comme la rédaction de textes publicitaires de base ou la première version d'un document juridique. Il s'agit de compétences spécialisées. Il ne fait aucun doute que les logiciels les rendront moins chers et dévaloriseront donc le travail humain. 66% des organisations l'utilisent ChatGPT pour générer du code informatique, 58% lui confient des tâches qui consistent à rédiger du contenu, tandis que pour 57% des entreprises, l'IA permet d'automatiser les tâches liées au service client. En large majorité, les chefs d'entreprise ont déclaré être impressionnés par la qualité du travail produit par l'intelligence artificielle. Ainsi, pour 55% des chefs d'entreprise, le résultat de ChatGPT est considéré comme excellent, tandis que 34% les trouvent très bons. Partant de ce constat, parmi les entreprises ayant déjà adopté ChatGPT, elles sont 93% à envisager d'étendre l'utilisation du chatbot. Et pour permettre une meilleure optimisation de l'IA au sein de leur organisation, pour 9 chefs d'entreprise sur 10, avoir une expérience compétence ChatGPT et plus largement une expérience en IA chatbot est considéré comme un avantage sur le marché du travail. Une évolution logique selon Stacy Haller, conseillère en ressources humaines, pour qui, à mesure que la technologie évolue, les compétences des travailleurs doivent également évoluer et changer. Les demandeurs d'emploi doivent ajouter cette compétence à leur CV. Les employeurs devraient l'ajouter à la liste des compétences requises. Alors, juste, puisqu'on est en économie, vous allez me dire, mais c'est complètement injuste de virer les gens, puisque l'entreprise, ça lui permet de produire plus, donc ça c'est cool. Donc en fait, l'entreprise, c'est cool, elle produit beaucoup plus de choses avec le même nombre de travailleurs. Pourquoi elle licencie des travailleurs ? Elle produit plus. Et oui, mais en fait, vous produisez par rapport à une demande.
et que vous pouvez produire plus de choses, le chat GPT ne multiplie pas vos clients d'un coup de baguette magique. Je sais que ça fait 3-4 fois que je radote sur... Mais c'est hyper important pour comprendre ce qui se passe. C'est que l'IA va permettre de décupler la productivité de certains secteurs, de certaines tâches dans les entreprises, mais ça ne va pas permettre de décupler la demande de ce qui est produit par ces entreprises. Donc, le clash économique, il est là, en fait. Vous n'allez pas, on parlait de part de marché tout à l'heure, vous n'allez pas d'un coup de baguette magique, c'est pas parce que vous fabriquez 30% de plus de produits ou de services que vous allez trouver 30% de clients comme ça. Et en plus, si on regarde les grandes règles macroéconomiques, s'il faut moins de gens pour produire autant de produits ou plus de produits, ça veut dire que moins de gens seront payés pour produire, donc moins de gens auront d'argent pour consommer. On sait à quel point, certains vont vous dire c'est l'absurdité du marché du travail et de l'économie de marché, mais en fait on ne travaille pas tant pour produire des choses que pour gagner de l'argent pour acheter des choses. Et ouais. Voilà, comme le dit Chris, c'est la manière de voir les choses. Si la moitié de la planète se retrouve au chômage, la demande, elle va plonger, les gars. Donc quand je vous dis, et on s'est beaucoup moqué de moi, hein, Patrick, Béja, s'est beaucoup moqué de moi, quand j'ai dit que 80% des gens allaient perdre leur job, 80% des cols blancs allaient perdre leur job dans les 5 à 15 ans à venir, je continue à le penser. Et que ça va être un très gros problème. Et le capitalisme va s'effondrer, le socialisme aussi, l'économie de marché va s'effondrer. Et on peut s'en réjouir, mais ça va être le chaos. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça va à toute vitesse. Le problème, c'est la vitesse. Je sais que chaque nouvelle technologie crée des nouveaux emplois, mais généralement, le laps de temps permet de faire cette transition entre des anciens emplois, conducteurs de charrettes, conducteurs de tracteurs. Voilà, on a le temps de faire la transition. Là, on va pas avoir le temps. On a atteint les limites du modèle. Mais en fait, il n'y a pas que le capitalisme, le socialisme. En fait, je pense qu'on arrive à... Enfin, que ça va bouleverser le système économique, fondamentalement. Donc, tout ce qui est socialisme, c'est pareil. Tout ça, ça tient plus, en fait. Les règles de base érigées par les économistes du début du siècle, ou fin du siècle dernier... ah non, on a changé de siècle. Bon, bref, Adams, tout le tralala, là, ça va plus tenir debout. En fait, on avait, je vous le dis, mais nous, on bricole pas mal en ce moment avec les IA. Vous avez vu que, par exemple, les 2 dernières vignettes qu'on a fait sur YouTube, c'est des images générées par Midjourney. Et en fait, Guillaume... Et on écoutait de la musique générée par intelligence artificielle. En fait, la valeur des choses, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur aux choses. C'est ça qui est un grand trou noir, qui est la peur du vide, elle vient vite quand vous réalisez ça. Ça ne vaut plus rien. Une image, une illustration. Regardez la dernière vignette. Allez sur votre YouTube, ouvrez votre YouTube. On voit Tim Cook avec un cube magique. Cette vignette m'a pris montre en main 5 minutes à faire. Elle a de la gueule, elle fait très bien son job. C'est un boulot qui prendrait, pour un illustrateur, ça serait 3-4 jours de boulot. Il me ferait une version. En 5 minutes, Midjourney m'a proposé 4 versions, 4 itérations, sur lesquelles j'ai fait 2 ou 3 itérations supplémentaires, un calcul de la haute def, basta.
La valeur sera fixée par le coût horaire de l'IA. Ben, c'est une valeur tellement basse, parce que même consommation énergétique, oui, elle est haute, mais par rapport au travail humain d'un illustrateur à qui il faudrait 3-4 jours pour faire une illustration comme ça, c'est microscopique. C'est microscopique. Et c'est fou parce que le truc en 3-4 mois, quand tu vois l'évolution de l'IA en 3-4 mois, tu prends la mesure de la vitesse du truc, quoi. Non, Tim Cook n'a pas que 4 doigts. Le 5e doigt est caché par un des doigts, si tu regardes en détail, Cyril Boucher. Oui, il y a de quoi prendre le vertige. Hein. Non. Demain, tu montes ta boîte d'illustrateur et tu te fais un fric de dingue en peu de temps. Non. Parce que tout le monde est en train de s'apercevoir. En fait, personne ne sera prêt à payer le prix d'une illustration qui a pris 3-4 jours à faire, d'une illustration où tu peux en générer une vingtaine en 5 minutes, quoi. C'est ça le problème. Et la demande d'illustration va pas exploser non plus. Tu vois le problème? Mais il y a de quoi être effrayé. Alors, il ne faut pas, en fait, toutes ces innovations. Et cette innovation-là, je pense qu'elle est majeure. C'est une lame de fond, l'IA. On ne peut pas l'empêcher. C'est un tsunami. Vous ne pouvez pas vous mettre devant en disant « Stop, j'en veux pas !» Trop tard. Trop tard, les gars. C'est là. Il faut juste pas être paralysé par la peur. La peur peut être un excellent moteur pour peu qu'on l'utilise pour savoir comment réagir. Et déjà, vous informer et apprendre à utiliser l'IA tout de suite, dès aujourd'hui, je vous le dis, je vous regarde dans les yeux, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Hein, vous avez peut-être essayé 1 ou 2 fois avec les recettes de cuisine, ChatGPT. Non, essayez de vous interroger avec vos collègues, etc., dans votre boulot, comment ChatGPT pourrait vous rendre des services et apprendre à l'utiliser. Je vous garantis que c'est important de faire ça. Est-ce que ChatGPT bénéficiera aussi de la retraite à 64 ans ? Moi, je ne veux pas faire de politique dans cette émission trop ce matin, mais je pense que les débats sur la retraite nous paraîtront très désuets dans quelques temps. J'ai peur de ça. Hein. J'ai peur de ça. Je pense qu'on va avoir vraiment d'autres chats à fouetter que les problèmes de retraite. Même si ça ne veut pas dire que les problèmes de retraite ne sont pas importants, mais les problèmes macroéconomiques au niveau mondial qui nous arrivent dans la gueule, là, vont balayer beaucoup de choses. Et la France qui s'accroche à ses acquis, c'est très bien, je ne remets pas ça en cause. Mais vous pouvez toujours vous accrocher à vos acquis. Si on sape la base de l'acquis, il n'y a plus rien. Hein. Donc oui, il va falloir légiférer, ça c'est clair, sur l'utilisation des IA. Ouais, attention, Milwoda, ton message a été supprimé, mais je le dis pour les autres. Ça peut vous paraître drôle parfois de vous moquer de mon âge, mais on considère que c'est de l'agisme. L'agisme, c'est comme le sexisme. Juger une personne, même pour une blague, sur son âge, sur quelque chose sur lequel il peut rien faire. Hein. Je n'ai pas décidé d'avoir mon âge, ou c'est pas ce genre de choses. C'est malvenu et on l'encourage pas. Et n'oubliez jamais que dans un chat où vous écrivez, on ne comprend pas l'ironie. Et puis, pour être tout à fait honnête avec vous, les blagues sur l'âge, Dieu sait si j'en ai pris dans la gueule. C'est rigolo 1-2 fois, mais en fait, généralement, c'est très très lourd.
Et là, en ce moment, 3 fois par semaine, des gens m'envoient « Oh là là, tu ressembles à un tel » juste parce que le mec a des cheveux blancs. Faut arrêter. Ça me... Disons que ça me fait rarement rigoler, en fait, parce que ça me saoule, quoi. Euh... C'est rigolo entre potes en privé, oui, et encore. Bref, allez, on continue. Je crois qu'il y a des articles. Ouais, je sais pas si je vais avoir. Il est 9h08. Bon, je pense pas que je vais faire l'article sur Steam parce qu'éventuellement je reviendrai dessus. Je l'enlève. Je vais faire les deux derniers articles parce qu'ils sont relativement rapides. Juste pour savoir, Philips Hue et Matter, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Vous vous souvenez, hein, la norme Matter, ça devait harmoniser le monde de la domotique. Ça a été officialisé en octobre 22. Tout le monde a dit, ouais, Matter, ça va être trop cool, tout va marcher ensemble. Bah, en fait, c'est pas si facile que ça. Signify, qui est la maison mère des Philips Hue, si j'en parle, c'est que je sais que beaucoup d'entre vous sont comme nous. Hein. Nous, vous voyez bien derrière nous des Philips Hue. On en a de partout. Signify, qui est la maison mère de Philips Hue, indique que désormais, la mise à jour vers Matter de son écosystème n'aura pas lieu au premier trimestre 2023 comme il l'avait annoncé. La firme renvoie désormais cette transition aux calendes grecques. Vous savez ce que c'est, les calendes grecques? Cette expression, renvoyer aux calendes grecques. Petit moment culture. Quand le calendrier romain est arrivé dans l'Antiquité, pardon, quand le calendrier romain a été imposé dans le monde romain, les Grecs, parce que les Grecs, c'est les Grecs, ils ont dit, rien à foutre du calendrier romain, nous on garde notre calendrier grec, qui n'est pas le même. Et du coup, les Romains ont dit, quand on repousse quelque chose au calendrier grec, qui était le calendrier grec, ça voulait dire repousser les choses à une date qui n'existe pas, puisque les Romains estimaient que les Grecs avaient tort de garder leur calendrier. Voilà. Non, c'est pas les calanques. Les calanques grecs. T'as repoussé au calanques grec? Putain, je fais très mal l'accent du Sud, désolé si j'ai froissé du monde. Alors, le prochain épisode des Scuds est reporté au calendrier grec. Voilà, tu m'as donné, Giuliano, très bonne manière d'illustrer mon propos. C'est de l'accentisme, tout à fait. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Se moquer des accents, c'est pas correct. On file dans les calanques grecques, ouais. Bref. Tout ça pour dire, Matter... Alors, en vrai, Matter, vous pouvez les mettre déjà sur les Philips Hue. Mais il faut passer par une version bêta qui vous oblige à réinitialiser vos ampoules. Moi, personnellement, j'ose pas le faire. Je sais pas si certains d'entre vous sont passés déjà à Matter. Vous pouvez le faire. Mais ça a l'air moins simple que prévu. Et ça devait tout simplifier. C'est en train de tout compliquer, cette histoire de Matter. Donc, et moi, très honnêtement, alors ici, je crois qu'on a 36 ampoules Philips Hue. Mais c'est encore pire dans notre nouveau décor qu'on a démonté. Non, c'est dans notre nouveau décor, on en a combien déjà? Je crois qu'on a dépassé 50. Je crois qu'on a dépassé... Ouais, on n'a pas trop envie de péter. Et quand vous dépassez 10 Philips Hue, et ça, les gens qui ont des Philips Hue me comprennent, on n'a pas trop envie de péter sa config. Ah mais Marie-Ange, là pour revenir à ChatGPT, nous on s'aide beaucoup de ChatGPT pour la rédaction des annonces publicitaires qu'on fait dans nos vidéos. Ça ne veut pas dire qu'on réécrit pas derrière pour avoir un style plus personnel, mais ChatGPT est meilleur que nous à trouver tous les points forts et à synthétiser en fait
les avantages d'une marque, donc à créer ce qu'on appelle un pitch publicitaire, à trouver les meilleurs avantages sur un produit. Il est plus fort qu'un être humain. Hein. 50 ampoules Philips Hue, c'est pour le décor. C'est pour avoir un décor coloré que, tu vois, là... Alors là, il y en a moins parce qu'on en a démonté certaines et puis il y en a ailleurs dans l'atelier pour filmer les vidéos. Mais ça nous permet d'avoir comme ça des changements de couleurs sophistiqués. Là, il y a des guirlandes, là, il y a des lumières, etc. Ça va vite, hein, les Philips Hue, quand tu les utilises pour du décor. Écoute, j'ai pas la même info que toi, Master 2007. J'ai pas la même info que toi. Les calendres grecs étaient le calendrier grec et les Grecs ont refusé de passer au calendrier romain. Moi, c'est l'info. On peut avoir un débat là-dessus, sur l'étymologie. Ouais, surtout qu'on doit garder le pont Philips Hue, ouais. Après, non, chez vous, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 Philips Hue, bien évidemment. Nous, c'est une utilisation très particulière des Philips Hue. Elles sont d'ailleurs pas vraiment faites pour ce qu'on en fait. Hein. Mais Philips Hue, chez vous, ça coûte cher. Mais franchement, bah déjà, moi, j'oublie plus jamais d'éteindre la lumière hein, avec des Philips Hue. On a un peu de tout, hein, parce que ça fait pratiquement 10 ans qu'on a des Philips Hue. Hein. Ouais, mais honnêtement, alors ça consomme quand même hein, les Philips Hue, mais tu les, enfin moi je sais que comme c'est tellement facile de les allumer, de les éteindre, etc. Je sais que par exemple chez moi où j'ai des Philips Hue, j'allume vraiment que dans la pièce où je suis, parce que c'est très facile d'éteindre dans les pièces où je passe. On a des programmes automatiques. Donc, je ne pourrais pas vous faire un calcul scientifique si j'ai vraiment fait des économies d'énergie permettant de justifier l'achat des Philips Hue, sachant qu'il n'y en a pas une seule qui a claqué depuis 10 ans de mes Philips Hue. Mais c'est un calcul qui peut valoir le coup, quoi. C'est pas Versailles. C'est mon. Ça serait génial. Ouais, je devrais le faire, ça. Programmer mon pont Philips Hue pour quand je pars de chez moi, je puisse dire c'est pas Versailles ici. Et il éteint toutes les lumières. Ça serait pas classe, ça, quand même. Philips, mettez ça comme commande de base. Ça consomme pas trop quand c'est éteint, non. C'est très petit. Enfin, la consommation est très basse quand c'est éteint. Ça consomme un petit peu plus qu'une LED normale. On va pas se mentir. Ça consomme beaucoup moins que les vieilles ampoules. C'est ça qu'il faut réaliser aussi. Oui, oui, je vais le faire avec Siri. En fait, je suis con. Je vais le faire, ce truc de Versailles. C'est trop cool, en fait. Oui, oui, en fait, toutes mes commandes maintenant sont sur Siri, effectivement, avec Home. Il faut juste que je programme cette commande pour dire éteindre toutes les lumières de l'appartement. Quand je dis c'est pas Versailles ici, ça serait trop drôle. Et beaucoup moins que les éclairages à la bougie de la cire blanche. Je sais pas si les bougies c'est super écolo en fait. Faudrait voir l'industrie de la bougie avec la paraffine et tout. Ça me semble pas très écolo la bougie. Surtout les bougies parfumées là. Les espèces de. Vous voulez qu'on parle de la marge sur les bougies parfumées hein, vous qui vous indignez pour les 30% d'Apple. Vous savez combien on peut marger sur une putain de bougie parfumée?
Hein? Au lieu de vous indigner. Non, on n'a pas le temps, Jérôme. Samuel, lui, il est dans l'économie de temps. Samuel, on a 20 minutes d'avance. On avait 20 minutes de retard. Laisse-moi 20 minutes, quoi. Je suis pas une machine, je suis un homme. Samuel. On a 20 minutes de retard. J'aurai 20 minutes de retard. Non, ça marche pas comme ça. Si ça marche comme ça, rébellion, révolution, Samuel à la lanterne. Une bougie parfumée à la crêpe, j'ai cru à la cèpe. Ça y est, le streamer, il se croit chez lui. C'est pas parce que t'as 3 Philips Hue là qu'il faut te prendre pour un streamer, hein. On en a déjà parlé des nouvelles règles pour les influenceurs. Je t'invite à aller voir nos replays, McLovin. On en a parlé. On en a parlé de toutes ces histoires. Samuel mériterait la Légion d'honneur, c'est clair. Une statue au moins. Une statue. Car les Grecs n'avaient pas de lanterne. Savez-vous d'où vient l'expression à la lanterne? Hein? Les aristocrates à la lanterne. Qu'est-ce que ça veut dire, les aristocrates à la lanterne? Ça veut dire la tête coupée au bout d'une pique. Et oui, c'est le bon vocabulaire révolutionnaire français. Hein? Les aristocrates à la lanterne, ça veut dire on va vous couper la tête et on va les mettre au bout d'une pique. Comme des lanternes. On est en train de perdre Jérôme. T'as pensé quoi du 49.3? Franchement, moi, déjà, naturellement, je vais dans les graviers, mais si vous me poussez, les gars, on va pas s'en sortir. Hein. Ça serait drôle que je fasse un live où vous pouvez me dire qu'est-ce que tu penses de n'importe quel sujet. Parce que je fais partie de ces gens insupportables qui ont un avis sur tout, même quand ils y connaissent rien du tout. Pas mal pour l'apéro à la place des olives. Tiens, vous reprendrez bien un petit peu de riche, hein, manger des riches pour l'apéro. Ça arrive tous les jours, ça s'appelle le mug de Jérôme. Oui, c'est un petit peu ça. Allez, on continue quand même. Je voulais terminer avec une petite note rigolote. Parce qu'on va pas faire on va pas avoir le temps effectivement de faire l'article sur l'IA. Une petite note rigolote, c'est la dernière pub d'Apple. Alors, je peux pas vous passer la musique, mais je peux vous passer la pub. Et après, nous allons lire les paroles, si je les trouve. Je vous passe déjà la nouvelle pub d'Apple. Je ne suis pas payé pour, donc ce n'est pas un placement produit. Mais, enfin, si elle veut bien se lancer, la bougre. Attendez. Ah, putain, mais c'est pas vrai. Décidément, tout me fait chier ce matin. Hein. Voilà, c'est bon. Yep. Hello Yellow. Voilà. Alors voilà la pub muette. Enfin, oui. Et alors, la musique qui a été choisie pour cette pub, qui est pas mal en demeurant, que je trouve sympa, graphiquement et tout. Là, on sent que c'est un des derniers vrais dessinateurs. Ah, il y a le son. Merde. Bon, bah écoutez, tant pis, la rediff. Merde, il y a le son. Il y a le son, on avait dû laisser le son pour faire un truc. Ah ouais, merde, je l'avais pas coupé. Bon, bah j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes sur la rediff. Sur la rediffusion. Désolé. Ouais, vous l'avez eu à fond. Putain, merde. Bref, c'est la chanson de Lio. Alors quand même, petit historique de cette chanson. Chanson qui est sortie en 1979. Donc c'est Banana Split.
hein, les plus vieux d'entre vous, les plus âgés, les plus mûrs d'entre vous connaissent les paroles de Banana Split, hein, l'abominable homme des neiges, etc. Cette chanson est une chanson à double lecture. Elle a été chantée par Lio alors qu'elle n'avait que 16 ans. Et c'est une chanson, bien évidemment, assez sexualisée. En fait, on pourrait comparer cette chanson à Annie aime les sucettes, qu'avait écrit Gainsbourg pour France Gall, dans les années 60, si je ne me trompe pas. Annie aime les sucettes, ça paraît une chanson très innocente. Hein. Annie aime les sucettes à l'Annie. Mais si vous interprétez les paroles et que vous comprenez bien la connotation sexuelle derrière, sachant que ces chansons sont chantées par des très jeunes filles, ça passerait pas aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'on peut dire, ça passerait pas aujourd'hui. Donc c'est effectivement c'était un peu limite. D'ailleurs, Lio l'a dit elle-même qu'elle avait des regrets vis-à-vis de cette chanson, qu'elle n'avait pas compris. Elle avait 16 ans. Elle n'avait pas compris forcément le message caché. Hein, on la voit, hein, c'était drôle de revoir le clip de 1979 de Lio. Décidément, la technique me lâche aujourd'hui. Merci de pas trop commenter les problèmes de technique. La musique est un peu forte. Alors, en tout cas, vous l'avez dans la tête pour toute la journée. Vous l'avez dans la tête toute la journée. Oui, oui, je dois penser à beaucoup de choses en même temps. Les gens, vous êtes gentils dans la technique, mais hein, le truc, c'est que sur les 7 pistes son, c'est laquelle? Celle de l'iPad. Je chercherai tout à l'heure. Je ne mets plus de vidéo. Je suppose aujourd'hui que Lio est plutôt contente de... Alors, bon, voilà, reparlons d'aujourd'hui. On va dire que la chanson, voilà, Apple l'a retenue plus pour son côté banana jaune, iPhone jaune, donc ça se tient. Je pense qu'ils sont quand même au courant de l'ambivalence de cette chanson. C'est pas très très grave. C'est vrai que la chanson, pour moi, elle est beaucoup moins ambivalente que Annie aime les sucettes. Annie aime les sucettes, c'est vraiment glauque, quand il parle, très honnêtement. C'est un peu glauque quand même. Et je suis désolé, vous pouvez me traiter de woke si vous voulez, j'en ai rien à foutre. Autant Banana Split, bon, limite. Mais autant Annie aime les sucettes, c'était quand même glauque. Ça reste mon avis, tout à fait. Et Gainsbourg, j'ai certes une forme de... J'ai jamais été un... J'admire effectivement l'écrivain, les paroles, le personnage, son comportement et des idées qu'il a promues même à l'époque. Non, 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 non. Et le fait d'avoir écrit pour France Gall, qui n'était pas majeur et qui n'a pas percuté du tout la chanson Annie aime les sucettes, ça l'a peut-être fait ricaner, mais c'est glauque. C'est glauque. Euh,
certes, ce que je veux dire, c'est que le compte à rebours. Ouais. Euh, Ouais, non, c'est écrit. Une chanson comme ça pourrait pas, effectivement. Bon, on va pas partir sur ces débats-là. Moi, je pense que c'est une bonne chose, personnellement. Je pense que c'est une bonne chose que nous n'encouragions pas ce type de dérive sur des très jeunes filles. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Hein. Peut-être qu'à une époque, ça passait, mais je trouve ça très bien que ça passe plus. Voilà. Vous avez le droit de penser autre chose, mais bah moi, c'est ce que je pense. Voilà. Bref, sur ce, on va quand même faire un petit corn fac de 10 minutes pour terminer l'émission. Je vous rappelle aussi, alors désolé pour les 20 minutes de retard ce matin, hein, mais c'était un problème technique, c'est pour ça qu'on est en retard et l'émission a été un peu condensée, que Samuel est en PLS actuellement à cause de ça, mais moi aussi j'étais en PLS quand j'arrivais pas à démarrer mon PC. On va faire un camp de fac. Je vous rappelle également que c'est la dernière journée des promos de printemps chez Amazon. Et que si vous tapez la commande point d'exclamation bon plan et la commande point d'exclamation Prime, vous aurez les moyens d'avoir, parce que c'est des offres qui sont réservées aux Amazon Prime, je crois, mais c'est pas les Prime Day, je sais pas bien. En tout cas, il y a des bonnes promos. Moi, j'ai acheté des trucs hier. Si vous voulez, on en parlera pendant les camps de fac, justement. Si vous avez des questions à poser, justement, sur vos achats de printemps, il y a vraiment des très bonnes occasions. Moi, j'ai trouvé des produits super intéressants avec des bons plans en ce moment. Donc, n'oubliez pas d'utiliser notre lien d'affiliation. Ça aide beaucoup la chaîne. Ça vous coûte pas plus cher. On a le droit de penser ce qu'on veut d'Amazon. On en a parlé, Marion a fait un article là-dessus hier, de l'amour-haine des Français pour Amazon. On le déteste en public, mais tout le monde l'utilise en privé. Donc, nous, voilà, on sait que vous utilisez Amazon pour beaucoup d'entre vous. Donc, si vous utilisez Amazon, utilisez les liens d'affiliation. Ça aide énormément la chaîne. Et sans enchaînement, justement, je passe au camp de fac. Et c'est les camps de fac. C'est les camps de fac. Justement, ouais, je sais pas trop pourquoi Amazon n'appelle plus ça les Prime Day. Je sais plus du coup si c'est les Prime Day ou pas. Connais-tu le bras robotique qui fait des sculptures Robotor One? Ouais, j'ai vu des trucs comme ça, ouais. Ça manque de féminité dans les ventes flash. C'est-à-dire, je comprends pas ce que tu dis, il n'y a pas grand-chose en mode. Je sais que Amazon France est assez en retard au niveau de la mode. Maintenant, de dire, parce qu'il n'y a pas de mode, c'est pas très féminin. Je veux dire, les femmes n'achètent-elles que de la mode? Quoi? Qu'est-ce que vous avez d'autre? Non, mais par exemple, la montre. Ah, tu veux dire, les montres sont très masculines? Ouais, après, moi, tu sais, je viens d'une époque où, par exemple, les femmes, c'était très à la mode de porter des grosses montres d'hommes. Hein. Donc, est-ce que... Et il y a plein d'hommes comme moi qui ont des poignets très fins. Hein. Moi, j'ai un poignet très fin. Est-ce que, justement, c'est pas quelque chose qu'on nous a mis dans la tête que la montre devait être petite? Je sais pas. On pourrait se poser la question. Salut Bistro Pixel. On va bientôt fermer un bistrot. On va fermer le bistrot bientôt, bistrot. T'as une question importante? Bah vas-y. Alors, ma question. Donc, ma question sera... Je dois acheter un sac photo. J'ai votre lien affilié.
J'ai votre lien affilié dans ma barre d'espace. Oui. Non, tu me stresses. Non, termine ta question, Bistro Pixel. C'est très dur de suivre des multiphrases dans un chat. Quelle est la différence entre les Echo Dot vendus en France et ceux pour la Belgique, la Suisse? L'accent? En vrai, j'en sais rien. La tendance actuelle dans la mode est vraiment dans l'ambiance unisexe. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, je l'ai peut-être dit maladroitement, mais le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons, les grosses montres, c'est pour les garçons, les petites montres, c'est pour les filles. J'ai l'impression que c'est plus trop d'actualité, ça. Lien affilié en raccourci Nowtech, c'est bon pour vous, les affiliations? Il n'y a rien d'autre à faire? Non, il n'y a rien d'autre à faire. Non, non, si tu as un lien affilié, oui, oui, t'inquiète. Alors, il faut juste que tu aies tes cookies d'activer. Voilà, que tu n'aies pas désactivé les cookies. Oui, moi, j'aurais plus tendance à dire, Juliano, petit poignet, petite montre, gros poignet, grosse montre. Et après, moi, j'ai des petits poignets, mais j'aime bien les grosses montres. J'ai le droit. Pensez à rajouter le tag. Non, il n'y a pas besoin. Si vous allez directement sur notre boutique Nowtech sur Amazon, c'est directement affilié. Hein. Il n'y a pas besoin de rajouter le tag d'affiliation pour la boutique. Je dors avec ma montre, oui. Je dors avec ma montre. Et elle me gêne pas du tout. J'avais très peur que l'ultra soit tellement grosse que ça allait me gêner en dormant. Pas du tout. Non, j'ai pas la main engourdie le matin. Non, non, pas du tout. Non, franchement, ça m'a peut-être gêné la première nuit parce que ça faisait très longtemps que je portais plus de montre et encore moins la nuit. Mais alors depuis, maintenant c'est même si je me couche et que j'ai pas ma montre, il me manque un truc quoi. Vous savez, le corps ça s'entraîne hein, quand même. Hein, faut pas être psychorigide du corps. Hein. Je te vois en direct sur ma télé avec Apple TV, mais pour le chat je l'ai sur l'iPad. Tu me donnes double mal de mer en te balançant. Ouais ben ça je peux rien y faire. Hein. Je suis un être vivant qui a tendance à être un peu nerveux, donc je bouge. Eh ouais, je bouge. Donc, je sais pas, éteignez la télé, n'écoutez que ma voix si c'est pénible pour vous. Pourquoi la porter la nuit? Parce que je traque mon sommeil pour essayer d'améliorer mon sommeil. On n'a pas encore revendu les anciennes parce qu'on les garde pour les tests de l'année prochaine. Juste, je profite pour vous expliquer, par exemple, la différence entre Steven et nous. Parce que Steven dit qu'il n'utilise que l'iPhone 12 et qu'il a revendu les nouveaux. Pourquoi nous, on utilise les derniers iPhones et les dernières montres? En fait, c'est juste une question comptable. Mais c'est important que vous soyez au courant. Nous, quand on achète des produits pour les tester, parce qu'il faut savoir que les produits Apple, on les achète pour les tester. Apple ne nous prête pas de produits, ne nous donne pas de produits. Voilà. Donc, on achète les produits pour les tester. Nous, on a pris le parti pris comptable de garder ces produits pendant au moins 1 an pour les avoir, pour faire la comparaison dans nos vidéos avec les produits de l'année prochaine. Parce que d'un point de vue comptable, nous, on est une entreprise et de revendre ce qu'on a acheté génère une facture de revente. Et après, pour le test de l'année d'après, il faudrait qu'on rachète le produit pour le tester et le revendre après. Ce qui, et ça vous le savez si vous êtes patron d'une entreprise,
un expert comptable, on le facture aussi au nombre de factures, en tout cas d'écriture. Donc pour nous, ça serait pas très rentable de revendre tout de suite les iPhones après les avoir achetés et de les racheter la semaine d'après, l'année d'après, pour faire le test comparatif. Donc c'est juste pour vous expliquer pourquoi. Et du coup, comme on a les derniers iPhones, est-ce qu'on les laisse dans le placard juste pour avoir une posture et vous dire non, non, j'utilise encore mon iPhone 10? Bah non. Et parce que, en plus, tester des produits, c'est quand même notre métier, quoi. Voilà. Non, mais au-delà du prix de l'écriture comptable, Hugh, ça nous ferait chier de devoir faire des factures de revente, racheter et refaire une facture de revente derrière. Franchement, on a autre chose à faire. On a autre chose à faire. C'est- En fait, quand je dis ça coûte cher, c'est aussi le temps de mobilisation que prend tout ça, de revendre des produits, de racheter des produits et tout ça. C'est ça qui est chiant. Et, euh, et dans le cas de Steven, et je le dis pas, Steven, il est auto-entrepreneur. Il gère sa compta comme il veut. Il n'a pas tout le système de TVA, etc. Donc, c'est pas les mêmes problématiques. Donc je comprends que vous, parce que moi je serais pareil si j'étais à votre place, je comprends que vous, de votre côté, vous puissiez trouver ça choquant, qu'on ait toujours les derniers produits, alors que nous on prône de ne pas acheter les derniers produits, qu'il y ait une forme effectivement d'incohérence là-dedans, qu'on tâche de vous expliquer, qu'on prend le temps de vous expliquer, on ne se justifie pas, hein, parce qu'on ne va pas changer, on ne se sent pas nul de faire ça. On trouverait ça encore plus hypocrite de s'afficher à ah regardez, je n'utilise que mon iPhone 10, c'est pas vrai, ça serait pas vrai en fait. Oui, oui. Après, Steven, il fait comme il veut. Mais qu'il emprunte de l'iPhone. Nous, on n'a pas. Enfin, ça me ferait chier d'emprunter l'iPhone de quelqu'un juste pour faire un test comparatif. L'année d'après, c'est du boulot aussi de trouver la personne qui pourrait nous le prêter. C'est de la responsabilité d'utiliser son iPhone. Enfin, bref. Nous, on choisit pas de travailler comme ça. Mais on les revend, nos iPhones. C'est juste qu'on les revend un an après, nous. C'est tout. Non, c'est ce qui pourrait, et je comprends son point de vue, ce qui peut être difficilement compréhensible, c'est que nous, on prône avec le Take Your Time, on vous dit souvent, n'achetez pas le dernier iPhone. Et pourtant, c'est celui qu'on utilise. On vous l'a dit, hein, déjà, c'est pas notre iPhone à nous, il appartient à l'entreprise. Tout ce que je vous explique, c'est une problématique d'entreprise. Moi, l'iPhone que j'utilise là en ce moment, il n'est pas à moi. Je peux pas le revendre pour aller m'acheter des pizzas, des crêpes ou des burgers ou mon loyer. Il ne m'appartient pas parce que je ne mélange pas les comptes de l'entreprise avec mes comptes. Hein, c'est une chose importante à ne pas faire. Donc en fait, on utilise les iPhones de notre boîte. Et oui, le fait est, c'est comme on les achète pour les tester, bah on a les derniers, oui. Non, non. Alors ça, c'est une vision bien française. C'est moi le boss, donc c'est le tien. Non. Détournement de biens sociaux, c'est exactement comme quand un patron détourne les biens de sa boîte. Il faut comprendre que quand tu crées une boîte, tu crées une personne. Personne morale, c'est une personne à part de toi, une boîte. C'est une entité à part de toi. T'as pas le droit de piocher dans la caisse de ton entreprise pour remplir ta propre caisse personnelle. Ça fonctionne pas comme ça, normalement, une entreprise. Alors, je sais, il y a des cas, justement, célèbres de patrons qui ont abusé de leur entreprise. Ça s'appelle abus de biens sociaux. Mais moi, je mélange pas mes comptes avec ceux de mon entreprise. Et cet iPhone ne m'appartient pas. Cet iPhone appartient à l'entreprise que j'ai créée.
Oui, ben c'est pas la société que j'ai montée avec la fusion de la personne physique et morale. Et justement, auto-entrepreneur, il n'y a pas ce distinguo-là. Auto-entrepreneur est un statut intermédiaire. Vous n'êtes pas soumis à la TVA, etc. Et également, je ne crois pas me tromper, mais vous n'avez pas créé une entité morale, une entreprise en fait. Mais même Tim Cook, c'est pas son iPhone à lui, celui qui l'utilise. Mais clairement. Est-ce que tu peux racheter l'iPhone à ton entreprise? Oui, je pourrais, mais je devrais payer avec mon argent à mon entreprise. Non, mais moi, ça me dérange pas de passer du temps à expliquer ça, parce que je trouve qu'on vous a beaucoup bourré le crâne, pour certains d'entre vous, avec des notions qui, en fait, voilà, les patrons salauds qui piquent dans leur propre caisse, qui s'achètent des Mercedes et des yachts avec l'argent de leur entreprise. Ça existe. Mais je vous garantis que c'est pas la majorité des patrons. Alors non, je ne suis pas un salarié de ma propre boîte, je suis sur un autre régime parce que je ne pourrais pas me salarier actuellement, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir me payer tous les mois. Donc en gros, je suis encore sur un modèle, je me paye quand je peux. Par contre, effectivement, la boîte a des salariés qu'elle paye tous les mois. Bah, en théorie, ta voiture de fonction, elle t'appartient pas, hein, elle appartient à ton entreprise, hein. Alors oui, le patron qui s'achète la dernière Ferrari comme voiture de fonction, je donne pas cher de sa peau prochain contrôle fiscal quand même. Ah oui, moi je suis le plus précaire de Nowtech, ça c'est clair. Euh, non, mais c'est une bonne question, Falcobule. Tout le début de la chaîne, c'était du matos perso que je testais. Je l'achetais avec mon compte perso. Il y a beaucoup de choses, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je les achetais en perso pour la chaîne, ouais. Oui, oui, on va pas tarder à couper, Samuel. On est en train de tomber dans la... et franchement, la comptabilité, vous me donnez mal à la tête. C'est très bien, hein, mais on va peut-être arrêter les discussions comptables. Parce que mon pauvre comptable, déjà, il voit ma tête quand il m'explique la compta. Mais alors là, vous voyez, je suis en train de... Vous voyez, j'ai la paupière qui commence à tomber là. Ça me fait la même chose quand on m'explique les maths, la physique quantique et la compta. J'ai beaucoup de mal à rester réveillé, en fait. Comment ça marche pour la TVA? Ben, renseigne-toi. Pas trop stressant la vie de patron de Nowtech? Ça peut, ça peut. Disons que la précarité, faut aimer. En fait, la précarité, faut aimer s'enduire de précarité et vivre dedans. Voilà. La précarité devient presque une seconde nature. Tu deviens agile avec la précarité. Et c'est un moteur, hein, mine de rien, la précarité pour ce type de job. La compta quantique. Tiens, je vais la sortir, ça. Alors, j'ai décidé de passer à une comptabilité quantique. L'argent, il est dans la boîte ou il n'est pas dans la boîte? On va dire qu'il est dans la boîte. Hein? Voilà. Est-ce que la précarité est bonne pour la peau? Je sais pas. Ça fait prendre des rides, la précarité, ça c'est clair. La caisse de Schrödinger, exactement.
On s'accommode de la précarité. Alors, moi qui ai été salarié pendant 7 ans et le reste de mon temps, j'ai toujours été travailleur indépendant, j'ai une personnalité qui fait que je me nourris de la précarité. Je ne suis pas un exemple à suivre. Je ne rentre pas dans les cases de la société, mais la précarité m'a toujours donné l'énergie, me donne de l'énergie. En fait, je dois avoir un chromosome de vieux chasseur-cueilleur qui, qui n'a pas inventé l'agriculture. Et j'ai besoin de cette énergie pour aller chasser tous les jours. J'ai besoin de cette précarité. Je sais, hein, ça peut choquer certains d'entre vous, mais je préfère... et je vous dis encore une fois, je ne suis pas un exemple à suivre. Ne me montrez pas à vos enfants. Je suis un monstre, mais j'aime la précarité. Non, j'aime pas la précarité, parce que c'est vrai que c'est super stressant. Mais le salaire est quelque chose qui a tendance à me tuer, en fait. Ça me rend mou de gagner toujours la même chose. Te balade pas en ville ces temps-ci avec ce genre de message. Oui, tout à fait, Olek. Ah merde, je fais peur à ton enfant. Encore une fois, ADHD famille, c'est votre responsabilité, mais je ne conseillerais pas mon émission à des enfants en bas âge, hein. Je dis beaucoup de gros mots, je parle comme un charretier, j'ai des éclats de voix, je fais des grimaces. Ça peut être effrayant. Sur ce, je vais effectivement vous laisser. Je vais vous laisser. Ça fait bout dans la caméra. Fait bout dans la caméra pour voir. Je suis pas votre marionnette non plus, hein. Le petit, il a même pas le son. Ouais, ouais, je vous fais peur. Ma gueule fait peur. Non, mais je sais, hein. Je sais, je sais. Allez, on va se quitter, bien évidemment, avec un raid des familles. Qui est-ce qu'on va raider ce matin? Bah tiens, on va continuer un raid Samuel Etienne. Le live n'a pas encore commencé chez Samuel, j'ai l'impression, je regarde. Non, ça n'a pas encore commencé, donc vous allez rien rater de Samuel Etienne. Et moi, je vous dis à vendredi. Et demain, ça sera Guillaume. Ciao tout le monde.